Bonjour à tous. Dans les conseils de Marcy aujourd'hui, je souhaite parler avec vous d'un incident qui s'est passé le mois dernier, donc à Cergy, un événement vraiment dramatique. Un homme noir, dans l'exercice de ses fonctions, donc un livreur noir, qui s'est fait tabasser et insulter par un homme arabe. Ayant vu cet homme à terre, est venu à son aide, est venu à la rescousse, est venu en fait lui apporter du secours et elle s'est adressée directement à son agresseur. Je vous laisse quand même écouter les propos insultants, les propos qui étaient d'une extrême violence vis-à-vis de cet homme et vis-à-vis en fait de cette femme. Il s'est directement en fait, attaqué en fait à sa couleur de peau. Mais je vous laisse réécouter en fait ce qu'il a dit. Espèce de négresse, espèce de sale noir, personne te touche même avec un bâton, grosse chienne. Pendant 800 ans, vous a vendu comme du bétail. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Comme du bétail, comme du maïs, bande de bâtards. Nique ta mère, file. C'est le star, Il a traité d'esclave, il a fait saigner, voilà son sang qui est par terre là, parce que le mec il venait tranquillement, il a livré. Niquer ta mère. Ouais. Ton mari, sale pute. Oui, continue. Je vais te niquer ta mère, espèce de sale pute. Dégage, ta commande, dégage. À partir de ce fait divers, j'aimerais revenir sur un drame oublié, un génocide complètement oublié, un drame méconnu. Je me suis quand même interrogée sur ce qu'il a dit, parce que pour moi, ses propos n'étaient pas le fruit d'un hasard. Il a dit, nous vous avons vendu comme du bétail. Donc, le mot a vraiment, c'était même plus qu'une insulte, c'est comme du bétail pendant 8 siècles. Nous vous avons vendu, nous, en tant qu'Arabes, donc il a dit nous, nous, en tant que peuple arabe, nous vous avons vendu, donc vous, bien sûr en s'adressant aux Noirs, au peuple noir, pendant 8 siècles. Donc c'est difficile, il est vraiment difficile de réécouter ces propos qui sont insultants, des propos vraiment qui sont blessants. Mais pour moi, c'était important en fait, que vous puissiez écouter pour que vous puissiez comprendre au fond notre sujet. Avant de démarrer notre sujet, laissez-moi juste vous partager une chose, c'est que je pense que nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Ce que cet homme a dit, il a pensé. Dans son cœur, il est rempli en fond d'animosité, de racisme, Donc voilà, ces paroles, elles viennent bien de quelque part. Elles ne sont pas le fruit du hasard. Parce que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous sommes tous le produit d'une éducation, de l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Nous sommes le produit également d'une culture, mais également le produit de nos lectures, de nos expériences. Enfin, moi, c'était la première fois que j'entendais les propos racistes. Il y en a. Des propos insultants, il y en a, mais de dire à une personne que nous vous avons vendu et sans glorifier, nous vous avons vendu avec beaucoup d'assurance en fait. Nous vous avons vendu comme des esclaves sur un crime quand même abject, qui est quand même un crime contre l'humanité. On parle d'esclavage, donc on parle de vente d'hommes et de femmes, d'enfants. On parle de ce drame-là. Et cet homme-là, de ce drame-là, de ce fait-là, il en fait un sujet de glorification, un sujet de gloire. Et c'est à partir de ces paroles que j'ai décidé de faire cette vidéo. Mais je me suis quand même interrogée. Et à partir de cette interrogation, j'ai commencé à faire des recherches. Et à partir de là, je vais vous partager au fond ce que j'ai appris. Je ne savais pas au fond que l'esclavage avait existé dans le monde arabo-musulman. Je vous propose d'exposer cette vérité méconnue, la traite négrière arabo-musulmane. Et ensuite, j'aimerais voir dans un second temps quelle est la perception au fond des hommes noirs
du peuple noir ou des peuples noirs dans la culture arabo-musulmane. La traite occidentale, donc la traite transatlantique, et la traite négrière, au fond, qui est la plus connue. C'est celle qui a été la plus documentée. Donc on a tous en mémoire des esclaves noirs travaillant dans des champs de coton, dans le sud des États-Unis. J'ai tout un imaginaire, il y a eu des films qui ont été réalisés là-dessus. Je me rappelle d'Autant n'emporte le vent, de Nord et Sud, de Racine, 12 Years a Slave, enfin, La Caisse de l'Oncle Tom. Enfin bon, on a tous vu des documentaires sur l'esclavage des Noirs, plus particulièrement des Noirs d'Amérique. Mais en fait, il y a un autre esclavage, une autre traite négrière qui, celle-là, est méconnue et qui a duré beaucoup plus longtemps. Parce que alors que la traite transatlantique, la traite occidentale a duré 4 siècles, du 15e au 19e siècle, la traite arabo-musulmane a duré 13 siècles. Et oui, 13 siècles sans interruption. Pendant 13 siècles, les Arabes ont vendu des Noirs, donc des populations noires africaines, puisque les abolitions datent de la fin du XXe siècle. Certains historiens parlent de 14 siècles et demi. Pourquoi? Parce que dans certains pays arabes, l'esclavage perdure. En Mauritanie, au Soudan, en Libye. Donc malheureusement, ce commerce d'esclaves noirs est toujours d'actualité. Commençons notre propos. Débutons par le commencement. 652. Et oui, 652. Lorsque le général Abdallah Ben Saïd, conquérant de l'Égypte, a vaincu le royaume de Nubie. Le roi Khalidura et son armée ont été vaincus. Parce qu'ensuite, il y a eu un traité de paix qui a été signé entre le général Abdallah Ben Saïd et le roi nubien Khalidura. Que précisait ce traité de paix? Ce traité de paix a imposé aux vaincus la livraison de centaines d'esclaves. C'était le prix de la paix. Vous entendez bien, le prix de la paix, c'est la livraison de centaines d'esclaves. Plus précisément, qu'indique le traité? Je vais vous lire 2 articles fondamentaux de ce traité. Article 2. Au peuple de Nubie, vous serez en sûreté sous la protection de Dieu et de son envoyé Mohammed. Nous nous engageons à ne point vous attaquer, à ne susciter contre vous aucune guerre, à ne pas faire de razzia dans votre pays, tant que vous serez fidèles au traité. Article 5. Article 5. Vous livrerez chaque année, donc chaque année, vous livrerez 360 esclaves et de sexe qui seront choisis parmi les meilleurs de votre pays et envoyés à l'imam des musulmans. Voilà ce que précisait le traité. La traite arabo-musulmane a commencé en 652 et malheureusement pour le Soudanais, parce que le royaume de Nubie, ça correspond au Soudan actuel, donc ces populations qui ont été rendues esclaves, ce sont les populations du Darfour, donc du Soudan, et malheureusement, en 1996, il y a eu un envoyé spécial des Nations Unies au Soudan qui a écrit qu'il y avait une augmentation du commerce de l'esclavage au Soudan et du travail forcé. Ce qui veut dire que la livraison d'esclaves qui a été imposée en 652, le commerce, donc quand on dit de livraison, on parle bien d'un commerce, d'un marchandage. Donc ce commerce-là, en 96, ne s'était pas arrêté. Donc imaginez pour ces populations du Darfour, pour ces populations du Soudan, donc ont été rendues esclaves pendant plus de 13 siècles. 13 siècles d'esclavage. Donc un deuxième événement historique qui a permis l'esclavage des hommes africains noirs. Donc une deuxième donc vous l'avez bien compris que effectivement c'est par des conquêtes. Par les conquêtes, des hommes, des femmes ont été rendus esclaves. Donc, deuxième événement historique très important, 1042. Donc, il y a eu une guerre
il y a une guerre sanglante qui a été menée par les Arabes, par des Almoravides, qui étaient, on va dire, des moines religieux qui étaient chargés, soi-disant, d'emmener l'islam au royaume du Ghana. Et au fond, et en fait, cette guerre a duré, cette guerre avec le puissant royaume du Ghana a duré plus de 30 ans, puisque cette guerre a commencé en 1042 et s'est achevée en 1076. Il faut savoir que le Ghana était effectivement l'empire le plus prospère d'Afrique. L'empire du Ghana était le premier fournisseur d'or du continent. En effet, il y a eu des échanges déjà entre les Arabes et les populations noires africaines. Donc, s'ils ont mené une guerre, c'est que effectivement, ils avaient déjà des relations, il y avait déjà des échanges entre ces peuples. Donc, le royaume a été vaincu. Les moines religieux, les Almoravides, sont venus en fait d'un Coran d'une main et des fusils de l'autre main. Mais la réalité, la religion a été qu'un prétexte, parce qu'effectivement, ce que souhaitaient les Almoravides, c'est s'emparer des richesses du Ghana, parce qu'on savait à l'époque que c'était un royaume où il y avait d'énormes richesses, d'énormes réserves d'or, il y avait des mines d'or, et il fallait s'accaparer de ces richesses. Ils se sont accaparés des richesses de cet empire, mais également les populations du Ghana ont été rendues esclaves, ont été déportées donc du Ghana vers le nord, vers la Libye, vers Tripoli, vers le Maroc. Donc les hommes et les femmes ont été rendus esclaves, malheureusement, par des guerres. Ensuite, à l'instar des Européens, donc les Arabes ont pratiqué des razzias sanglantes. Donc ça a commencé à l'ouest, hein, les tribus du nord-africaines, les tribus de Mauritanie, du Maroc, etc. se sont attaquées aux régions au niveau de l'ouest. Mais ensuite, à l'instar des Européens, ils sont rentrés à l'intérieur de l'Afrique. Et là, pareil, donc ils ont opéré vraiment un carnage auprès des populations, des visages qui sont rasés, qui sont complètement décimés. Lorsqu'ils arrivaient, donc lorsque les troupes arabes arrivaient donc, par milliers, avec des chevaux, bien sûr, avec des fusils, ils s'attaquaient à des villages, à des villageois, qui n'avaient pas de fusils, bien sûr, qui avaient plutôt des épées et des lances. Donc, ils s'attaquaient à ces villages durant la nuit. Donc, pendant la nuit, donc bien sûr, les villageois étaient totalement surpris. Ceux qui résistaient étaient bien sûr massacrés et le reste était enlevé. Donc, il y a eu ce qu'on appelle, ils ont été enlevés, capturés, ensuite enchaînés et traînés derrière, effectivement, ils traînaient derrière les chevaux. Donc, ça a été des cargaisons, effectivement, de cargaisons d'hommes, de femmes, d'enfants qui ont suivi ces troupes arabes. Donc, quand cet homme précise que nous avons vendu comme esclaves, il parle de ça. C'est de ce fait-là qu'il veut parler. Puisque ensuite, quand ces hommes, ces femmes, ces enfants étaient capturés, ils ont été transportés par le désert du Sahara, ce qu'on a appelé la traite transsaharienne. Voilà, la traite transsaharienne, c'est la déportation d'Africains, de villages paisibles, de régions paisibles, donc capturés, enchaînés, ensuite transportés, et la longue pénible marche des hommes, des femmes noires à travers le désert pouvait commencer. Il faut savoir que lors de ce périple, beaucoup bien sûr mouraient, beaucoup n'arrivaient pas à destination, beaucoup n'arrivaient pas à bon port, entre guillemets. Donc, le désert du Sahara est jonché de cadavres d'Africains pendant les siècles morts dans l'enfer du Sahara, dans le désert du Sahara. Donc ces captifs ont été capturés pour être revendus sur les marchés d'Égypte, de Tripoli en Libye, des marchés en Tunisie. Donc voilà, ces esclaves étaient bien sûr ensuite, lorsqu'ils arrivaient à bon port, ils étaient bien sûr revendus. Un autre mode de transport des esclaves noirs africains, c'est le transport maritime. Et là, en fait, il y a une île qui est tristement connue pour avoir abrité des comptoirs, l'île de Zanzibar. L'île de Zanzibar, en arabe, Zanzibar, c'est le littoral des Noirs. Donc, aussi, en fait, ils ont été vaincus par les puissances, par les Arabes, donc qui ont conquis cette île. Et ensuite, donc, ils ont installé
des comptoirs. Les bars, c'est un important marché, donc à destination des pays du Golfe, à destination de la Syrie, à destination de l'Inde. Donc les négriers arabes menaient des campagnes, des expéditions qui pouvaient durer 1 an, voire 2 ans, parce que le bois d'ébène, oui, les êtres humains, c'était en fait une denrée qui était extrêmement rare, extrêmement recherchée. Donc, à quoi servaient au fond ces esclaves? Ces esclaves ensuite revendus sur les marchés étaient employés à différentes tâches, y compris des tâches sexuelles. Donc, ils étaient assignés aux fonctions, bien sûr, aux travaux les plus pénibles, comme la construction de barrages, les plantations, la construction des mines. Mais il y avait également des esclaves militaires et bien sûr, ils étaient assignés, les esclaves, aux travaux domestiques. Il faut savoir qu'une minorité servait dans les palais, donc comme eunuques, comme coiffeurs, comme pages. Et bien sûr, il y avait de nombreuses esclaves, femmes noires, esclaves sexuelles. Les plus belles parmi les esclaves noirs étaient choisies comme concubines. Il y avait même des esclaves chanteuses qui servaient dans les palais. Donc, tristement célèbre, il y a le cas des eunuques qui servaient dans les palais, gardiens des femmes dans les harems, pour les sultans. Donc, vraiment, l'eunuque, c'est le martyr des martyrs. Pourquoi? Les eunuques, c'est des jeunes garçons entre 10 et 13 ans. Mais ensuite, il y avait une ablation du sexe et de leurs testicules. Bien sûr qu'il n'y avait pas c'était pas sur une table d'opération avec chirurgien et morphine, hein. Le sexe et les testicules étaient coupés et beaucoup mouraient. Il faut savoir que sur 100 personnes, il y avait 10 seulement qui survivaient. Donc, les eunuques qui étaient employés étaient au fond ceux qui avaient survécu à cette opération macabre. Et donc, le drame, en fait, pour les esclaves noirs africains, c'est que cet esclavage des peuples noirs a été très peu dénoncé dans le monde musulman, alors qu'il y a eu énormément d'abolitionnistes sur le continent européen et aux États-Unis. Donc, ce qui a permis, au fond, l'arrêt de l'esclavage, parce qu'il y a eu vraiment de nombreux hommes, des femmes qui se sont élevés contre ce commerce d'esclaves noirs. C'est la raison pour laquelle il a duré 4 siècles. Mais dans le monde arabo-musulman, on constate qu'il y a eu très peu de voix qui se sont élevées contre le trafic d'esclaves. En fait, c'était considéré, on va dire, comme normal. Avoir des esclaves dans une maison, voilà, c'est signe aussi de noblesse, c'est signe d'un certain rang, c'est ça, d'un certain rang social. Donc, il n'y a aucun souci, au fond, d'avoir des esclaves noirs. Il n'y a pas de remise en cause morale, pas de remise en cause éthique. Donc, quelle est la représentation dans la culture arabo-musulmane de l'homme noir? C'est quand même assez intéressant. Dans la culture arabo-musulmane, l'homme noir est méprisé. Ce mépris de l'homme noir existe depuis l'Antiquité. Donc, depuis des siècles, comme nous l'avons vu précédemment, c'est le domestique. Le noir, c'est celui qui sert, c'est le serviteur. Donc, il y a vraiment cette relation dans les pays arabes entre maître et esclave. Et en fait, c'est cette dualité. Le maître, c'est l'homme blanc, entre guillemets, arabe blanc. Et l'esclave, c'est l'homme noir. Donc voilà. Et voilà, en arabe, le noir, en fait, c'est synonyme. En arabe, c'est normal. Le noir, c'est esclave. Et notamment en Mauritanie, en fait, par exemple, vous allez en Mauritanie, il y a un représentant des droits de l'homme qui disait, un homme noir, un Mauritanien noir, qui disait que les Noirs là-bas, on les appelle Soudan. Voilà. Donc, ils sont appelés Soudan, homme noir, esclave. Donc, tout ça, en fait, c'est culturel, c'est des synonymes. Homme noir, esclave. Le noir est assimilé, en fait, à un esclave, à un serviteur. Donc, il y a vraiment ce mépris, en fait, c'est un mépris qui est culturel. C'est pas un hasard que cet homme est méprisé avec tant de dédain, tant de mépris, puis avec beaucoup d'orgueil, quand il a dit, mais nous vous avons vendus comme des esclaves, et puis il a commencé à insulter cette femme. Je connais vraiment des étudiants qui ont étudié dans certains pays arabes que je ne citerai pas, mais des fois ils se font cracher dessus. Les Noirs se font cracher dessus, ils sont insultés dans les rues. Je dis pas que c'est unanime, je dis pas que ce sont tous les Maghrébins qui le font, mais ça arrive. C'est vraiment la haine, le mépris qu'ont les Maghrébins, les Arabes pour les Noirs.
Il y a un penseur qui est un penseur arabe, le penseur Ibn Khaldoun, qui vivait au XIVe siècle. Voilà ce qu'il a dit en fait sur les Noirs. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Deux points, ouvrez les guillemets. Les Noirs appartiennent à un peuple à caractère bestial, stupide. La joie et le contentement résultent de leur esprit animal. Voilà. Donc, pour Ibn Khaldoun, donc l'homme noir, donc est perçu, est vu comme un animal. Pour lui, les hommes noirs ne sont pas des êtres humains. Les hommes noirs sont de la race des animaux. Voilà. C'est ce qu'il a dit, hein. C'est ce qu'il a dit et c'est ce qu'il a écrit. Dans un conte qui est inspiré des Mille et une nuits, Badr az-Zin, l'une des esclaves dans ce conte, réussit en fait à se faire passer pour une princesse. Donc elle prend la place d'une vraie princesse et cette princesse se nomme Badr az-Zin. Sa ruse est découverte, donc on l'emmène à une source qui transforme les gens et en fait devant cette source, tel Narcisse devant la source, elle retrouve sa vraie nature, donc sa vraie nature d'esclave. Donc quand on parle d'esclave, elle retrouve sa vraie nature de congolaise. Voilà, ce qui est écrit dans le conte, c'est que sa vraie nature d'esclave congolaise, donc elle est nommée congolaise. La malheureuse, l'esclave, elle a été découverte, elle a été mise à mort, et bouffée, mangée par des chiens. Voilà le sort réservé aux esclaves. Dans l'inconscient collectif, le noir, il est vraiment méprisé, il est en bas. C'est vraiment le palefrenier, c'est celui qui est déclassé socialement. Il est méprisé et animalisé. Le mépris de l'homme noir prend ses origines, prend ses racines dans la culture, malheureusement, dans la culture arabo-musulmane. Voilà, dans les représentations qui sont faites, des Noirs. Et je vous dis à bientôt donc pour une deuxième partie qui est consacrée en fait à l'esclavage dans les pays arabo-musulmans. Portez-vous bien et à bientôt.